Bonjour à tous et Bonjour bienvenue dans Yannick. ce webinaire. Alors, hop, dites-nous dans le chat déjà si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Mettez-nous un petit message, un petit pouce. On attend une petite minute le temps que tout le monde arrive. Donc, dites-nous si tout est OK. Hop. Voilà, mettez-nous un petit message. Ah, voilà, je vois que ça arrive. Très bien, parfait. Donc, on voit, tout le monde nous voit apparemment. Donc, c'est nickel. Donc, bienvenue à tous. Un grand merci pour votre participation. On est super content de vous avoir aujourd'hui avec Adrien. Adrien, pour commencer ce petit webinaire, donc qui va traiter du dossier de financement, gros sujet pour les marchands de biens et même pour tous les investisseurs d'ailleurs de manière générale, vu le climat actuel. Est-ce que déjà tu pourrais nous dire qui tu es et nous présenter la première brique? Super. Eh ben écoute, bonjour Yannick, bonjour à tous. Ravi d'être là et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toute la communauté sur ce beau sujet qui est le dossier de financement. Donc je me présente, je suis Adrien Combet, je suis le directeur du développement de la société La Première Brique. La Première Brique est une plateforme de crowdfunding immobilier basée à Lyon. On est une équipe de 25 personnes spécialisée sur le financement des professionnels de l'immobilier. Donc majoritairement des marchands de biens, mais également des promoteurs immobiliers, des aménageurs, des lotisseurs et de plus en plus tout autre sujet qui a attrait à l'immobilier professionnel. On a même accompagné récemment des exploitants hôteliers ou bien accompagné des sociétés qui ont un sous-jacent immobilier dans le capital amorçage de leur activité. Voilà, donc ça fait 6 ans que je suis dans cet univers-là et j'ai rejoint la société La Première Brique en juillet dernier pour accompagner Thomas Dancet et Hugo Berthe, les deux cofondateurs, dans le développement de la société, au-delà des aspects commerciaux que je pilote. Top. Merci pour cette petite présentation. Donc, pour rappel, moi, je suis Yannick, fondateur de Maverick Imo, donc avec Pierre, donc logiciel de gestion pour les marchands de biens. Et donc, vous verrez dans la suite de ce webinaire qu'il y a pas mal de convergence avec la première brique sur cette thématique du dossier de financement. Donc, le but de ce webinaire, c'est que ça soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas. Pendant qu'on parle, il n'y a aucun souci, on rebondira dessus. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dossier de financement, c'est quand même un gros sujet aujourd'hui pour les marchands, que ça soit pour du financement bancaire, du financement crowdfunding ou même par de l'investisseur privé. Le dossier de financement reste vraiment quelque chose d'hyper stratégique et d'hyper important du coup pour le marchand de biens. Donc Adrien, toi, quels sont pour toi les critères qui sont hyper importants dans le dossier de financement? Alors écoute, Yannick, chez La Première Brique, on accompagne un grand nombre d'acteurs. On fait entre 15 et 20 financements par mois en moyenne. On a financé plus de 650 projets depuis notre création en 2019 et c'est vraiment croissant d'année en année. On est obligé d'avoir une organisation un peu spécifique parce que au-delà d'être une plateforme de financement et d'être pourvoyeur de fonds, on doit amener un certain niveau de service à nos opérateurs immobiliers. Et donc, on a besoin d'être structuré dès, on va dire, l'entrée dans le tunnel, la première brique, c'est-à-dire au moment où on reçoit un dossier. On a un audit qui est fait par notre équipe pour le projet, qui est composée de 9 personnes et qui est piloté par Olivier, le directeur, et accompagné de tous les chargés d'affaires. On réalise des audits en différentes phases, avec une première phase de faisabilité. Ça, c'est un peu un engagement qu'a La Première Brique auprès de ses clients, c'est d'apporter une réponse de principe en 48-72 heures. Donc, on est vraiment très rapide. C'est rapide. Ouais, c'est très rapide. C'est vraiment un des éléments différenciants qu'on peut proposer à nos opérateurs, avec une première faisabilité et une proposition d'accompagnement sur le dossier, avec un nombre restreint d'éléments qui peuvent nous être communiqués, un bilan d'opération, une présentation succincte de l'opération, de 3 éléments de KYC et corporate sur le porteur de projet, pour qu'on puisse avoir une première lecture de l'opération
et savoir si on peut avoir un intérêt à l'accompagner ou non. À partir du moment où on a accompagné et qu'on a fait cette proposition sous 48-72 heures et que le porteur de projet qui nous a sollicité a manifesté son intérêt pour cette proposition, on va rentrer dans une phase d'audit un peu plus approfondie et qui nous permet aussi d'aller très rapidement en comité. Donc, on a un comité d'investissement chez La Première Brique qui se tient quasiment tous les jours parce qu'on reçoit un grand nombre de dossiers et on a beaucoup de dossiers à traiter, à auditer, ce qui nécessite de ce fait d'être assez bien organisé. Grosso modo, une fois qu'on a la proposition qui est signée, on fait parvenir un contrat de mission et on passe en comité en moins d'une semaine. Donc ça, c'est un élément réellement différenciant par rapport à des méthodes de financement plus traditionnelles, type financement bancaire, parce qu'on arrive à avoir des accords comités en 7 à 10 jours à partir du moment où on a reçu l'ensemble de la data room et on va pouvoir en parler plus tard sur le dossier. Donc, en 48-72 heures, on a une première faisabilité avec une proposition d'accompagnement. En 7 à 10 jours, on est passé en comité avec un contrat de financement à la clé quand le dossier a été validé. Et ça nous permet de mettre en place ensuite une collecte et une levée de fonds pour financer ce projet immobilier dans les 10-15 jours qui suivent l'accord en comité maximum, ce qui nous permet au global d'avoir, entre le moment où on a reçu la demande de financement et le décaissement des fonds, un déblocage des fonds en moins de 30 jours. Ouais, ce qui est vraiment très très faible comparé au système bancaire traditionnel, où là, déjà, si tu es sur un délai classique de 3 mois, limite, ton financement, ils n'arrivent pas à te le sortir. Mais du coup, alors, pour pouvoir respecter ces délais, tu es quand même obligé d'étudier des dossiers qui sont de qualité, je suppose. Parce que si tu as des dossiers qui sont notamment incomplets ou peu clairs, c'est difficile de tenir ce délai. Oui, tout à fait. Alors, on reçoit un grand nombre de demandes de financement. On reçoit entre 15 et 20 demandes par semaine de financement pour financer des opérations immobilières, donc soit de marchand de biens, de promotion ou tout autre projet. On a un audit qui se fait généralement en 3 temps. On va d'abord auditer le projet. On va ensuite auditer le porteur de projet, qui il est, et ensuite la société de projet, c'est-à-dire la société qui va réaliser l'opération, mais aussi la société qui va, dans certains cas, ne pas être la même société, la société qui va porter le financement. Donc, on a un audit qui est vraiment décomposé étape par étape avec des points de contrôle et des points d'alerte à chaque niveau. L'idée, c'est quoi? C'est de comprendre quelle est l'opération, qui est le porteur de projet, quel est son track record, quelle est sa capacité à piloter l'opération immobilière. Est-ce qu'il a des références derrière lui? Est-ce que son prévisionnel a bien été monté? Est-ce qu'il a tous les éléments nécessaires à la réussite du projet tel qu'il nous l'a présenté? Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par des dossiers qui nous sont envoyés, qui doivent être aussi bons sur le fond que sur la forme. C'est quelque chose qu'on va évoquer plus tard, mais voilà, on a vraiment besoin d'avoir des dossiers relativement complets à tous les niveaux. Plus le dossier est complet, plus on sera en mesure d'y apporter une réponse favorable dans un délai court. C'est ça. Qu'on veut donner. Voilà. En fait, si tu veux, pour que ce soit très clair, on a la capacité chez La Première Brique d'être très, très réactif. Mais pour être très réactif, on a besoin d'être aidé par nos porteurs de projet. Oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas tout faire non plus. Enfin, voilà, il faut quand même présenter quelque chose qui soit convenable pour que vous puissiez l'analyser. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui arrivent, tu te dis tout de suite, celui-là, en fait, on l'analyse même pas, tellement, en fait, c'est fouillis, tellement vous comprenez rien. Ouais, alors, il y a des dossiers, effectivement, où on va toujours regarder en quoi consiste l'opération et les grandes données financières du projet. Mais un dossier qui va nous être présenté, où tu vois, on reçoit chaque pièce au compte-gouttes sur plusieurs jours, dans différents mails, où on voit par exemple que la construction de l'opération, on voit tout de suite qu'elle n'a pas été très bien travaillée parce que, par exemple, la ventilation du poste de travaux n'a pas été réalisée, la construction du prix de vente tient à simplement, est pas reliée à des éléments de marché avec des études comparatives qui auraient pu être réalisées. Voilà, c'est autant d'éléments qui font. On va revenir dessus justement tout à l'heure. Des points d'attention. Et inversement, quand on reçoit un dossier qui est vraiment bien construit,
avec une note de présentation qui est réalisée par le porteur de projet, qui nous permet de comprendre en quoi ce porteur de projet, enfin la raison pour laquelle ce porteur de projet va réaliser cette opération. S'il nous démontre que lui, il croit à ce projet et qu'il croit à ce projet pour des éléments factuels, justifiés, qui nous met entre les mains, et ben, c'est autant d'éléments qui nous permettront d'aller plus vite dans le traitement de ce dossier et surtout de lui apporter une réponse favorable. Okay. On a une bonne question de Patrick, alors qui est un petit peu décorrélée vraiment du sujet du dossier de financement, mais on va pouvoir rebondir dessus. Quel est aujourd'hui, avec l'état actuel du marché, etc., l'apport minimum pour un premier dossier chez vous? Alors, c'est une très bonne question. Merci Patrick de l'avoir posée. On a effectivement toujours une demande d'apport en fonds propres de la part de nos opérateurs. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on fait à travers la première brique et notre activité. Donc, on est une activité réglementée. On intervient en tant que prestataire de services de financement participatif régulé par l'autorité des marchés financiers et de la CPR. On a des contraintes qu'on doit respecter. Et c'est pas tellement des contraintes, c'est une obligation aussi qu'on doit s'imposer de demander un apport en fonds propres de la part de nos porteurs de projets. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, l'apport en fonds propres va permettre d'avoir un porteur de projet qui est pleinement engagé et impliqué dans son opération, d'une part. D'autre part, ça va être un ratio de couverture pour nous. Parce que si demain, l'opération, et ça peut arriver dans le contexte actuel, peut dérailler, prendre un petit peu de retard pour des sujets de commercialisation ou un post-travaux, un budget de travaux qui n'a pas été tenu ou autre, la marge peut de facto diminuer et du coup, ça va être les fonds propres du porteur de projet qui vont être engagés avant le parfait remboursement des investisseurs. Donc, c'est un élément qu'on a à cœur et qu'on regarde très finement dans tous les dossiers qu'on traite, que ce soit le premier dossier ou que ce soit tout dossier. Aujourd'hui, il n'y a aucun dossier qui est présenté sur la plateforme La Première Brique où un porteur de projet a apporté aucun apport. Ça, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Et pour répondre du coup à la question de Patrick, sur un premier dossier, alors tout va naturellement dépendre de la nature de l'opération, de sa maturité, par exemple de sa commercialisation. Un dossier dont on sait que la sortie assurée va impliquer un montant d'apport en fonds propres qui va être plus faible qu'un dossier, par exemple, où on serait sollicité pour faire du portage foncier. Voilà. On est généralement sur un premier dossier sur des besoins en fonds propres de l'ordre de 15 à 20%. 15 à 20%. Okay. Du coup, on revient de l'opération. Ouais, ce qui est un petit peu inférieur au final à du financement bancaire où en ce moment on est plus sur du 25 voire 30% pour certaines banques. Okay, les demandes de fonds propres en banque ont sensiblement augmenté ces 3 dernières années, notamment dans la promotion immobilière, mais également sur le marchand de biens. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on est de plus en plus sollicité, c'est parce qu'on est un petit peu moins exigeant que les banques sur les sujets de fonds propres. Et est-ce que, alors ça c'est une question qu'on n'avait pas prévue, mais je rebondis du coup sur la question de l'apport. Est-ce qu'au final un dossier extrêmement bien monté, clair, etc. peut aussi jouer sur l'apport ou pas du tout? Ça va pas spécialement jouer sur l'apport, ça va jouer sur la qualité de la présentation qu'on va pouvoir faire aux investisseurs, l'appréhension du risque qu'on va pouvoir avoir sur le dossier, du coup le scoring du dossier qu'on va pouvoir faire, et en fonction de ce scoring, ça va pouvoir permettre de déterminer un taux d'intérêt qu'on va appliquer au dossier, et donc de facto, un dossier qui est bien présenté a plus de chances de se voir appliquer un taux d'intérêt plus faible pour les investisseurs, et donc du coup d'optimiser les frais financiers liés à l'opération. Ok, donc c'est quand même extrêmement important d'un point de vue aussi, d'un point de vue financier. On a une autre question, toujours de Patrick, mais on va rebondir dessus, sur l'étude de marché. Est-ce qu'elle est obligatoire? Alors, tu as parlé tout à l'heure de 2 choses différentes. En gros, il y a la partie opération, qui est vraiment forcément la partie clé, mais au final, vous évaluez aussi énormément le porteur du projet. Et quand on dit évaluer le porteur du projet, je suppose que c'est pas forcément, alors même si ça compte, son expérience en tant que marchand de biens, mais c'est plutôt comment il est structuré, etc. Exactement. On a, comme je te le disais, vraiment cet audit
à 3 niveaux, le porteur de projet, le projet et la société qui va porter la dette. En ce qui concerne le porteur de projet, on va vraiment essayer de comprendre, notamment dans nos entrées en relation avec un premier dossier qui pourrait nous être présenté, qui est notre client, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, pourquoi il se lance dans l'activité de marchand de biens, quelle est sa stratégie qu'il va adapter dans les prochains mois, les prochaines années. Nous, on a vocation à financer des gens dont l'activité immobilière est leur activité principale. On finance des professionnels de l'immobilier. Et donc, on va avoir des éléments qui vont nous permettre de mieux appréhender le dossier. Ça va sur le parcours de ce porteur de projet. Et pour en revenir à l'opération, à la question de Patrick, on apprécie toujours avoir une étude de marché sur le projet qui va nous être présenté. De toute façon, c'est un travail qu'on va réaliser. On a un certain nombre de points de contrôle. On a plus d'une centaine de points de contrôle sur un dossier et ça passe par une étude de marché dans tous les dossiers qu'on va présenter et qu'on va présenter en comité et également dans la présentation qu'on va faire aux investisseurs. On va avoir des études comparatives, on va avoir une étude bilancielle avec des scénarios, on va dire middle case, base case et worst case. Il faut qu'on soit en mesure de dégrader l'opération pour voir de quelle manière elle va tourner dans un scénario défavorable. Aujourd'hui, c'est un élément essentiel dans le traitement de nos dossiers. Ok, ça c'est un point qui est assez important, donc cette partie dégradation, donc ça peut être intéressant de proposer directement au final dans son dossier différents scénarios, même si vous allez les éprouver derrière, ça montre aussi justement que voilà, la personne elle a compris qu'il y avait la possibilité d'avoir un scénario pas bon et tu sais que ce point-là, excuse-moi je te coupe Yannick, c'est même très important et j'encourage tout marchand de biens à le réaliser parce qu'au-delà de l'opération, il peut toujours se passer plein de belles choses dans l'immobilier, mais on le voit de manière très forte depuis maintenant 2 ans. On peut avoir des situations de crise qui font que les marchés sont plus compliqués à appréhender. Et donc, en tant qu'opérateur, il est nécessaire d'avoir une vision gestion de son activité. Et pour avoir cette vision gestion, il faut se dire qu'est-ce qui se passe si mon opération, elle prend du retard? Qu'est-ce qui se passe si je dois appliquer une décote du prix de 10 à 15%? Est-ce que mon opération, elle est toujours viable? Est-ce que je retrouve mes fonds propres ou est-ce qu'au contraire, je me mets en grande difficulté? Je suis en grande difficulté. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important dans votre évaluation. Exactement. Aujourd'hui, dans tous les dossiers qu'on va présenter sur la plateforme, on a des exigences en termes de fonds propres, on a des exigences en termes de marge minimum, par exemple, associées à une durée. On a des opérations qui peuvent avoir des marges plus faibles et dont on sait que la sortie, elle est sécurisée. On peut avoir des opérations qui sont en aller-retour sur quelques mois, entre 3 et 6 mois, où on sait que on a assez confortable à avoir une marge un petit peu plus faible parce que la durée est courte et donc du coup l'opération peut supporter des frais financiers. Et inversement, une opération dont on sait que la commercialisation va être plus compliquée, va être plus longue. On a eu pas mal de difficultés sur des sujets de terrain à bâtir, par exemple. Là, on va être un petit peu plus vigilant et on encourage vraiment les opérateurs à travailler, et ça passe par les études de marché, des scénarios stress. Voilà, on est vraiment dans une logique de partenariat, la première brique avec nos opérateurs. On n'est pas simplement pourvoyeur de capitaux, comme je le disais tout à l'heure. On est là pour s'inscrire dans la durée, leur apporter une notion aussi de conseil. Ça, c'est quelque chose que nos chargés d'affaires font beaucoup auprès de nos porteurs de projets pour vraiment accompagner nos opérateurs dans la structuration de l'opération. Tout à fait. Alors, du coup, j'ai une petite question à vous poser à tous ceux qui sont présents dans ce webinaire. C'est aujourd'hui, comment est-ce que vous réalisez vos dossiers de financement? Est-ce que vous faites un beau fichier PowerPoint ou est-ce que vous utilisez des outils spécifiques ou est-ce que vous donnez juste un Excel? Dites-nous un petit peu dans le chat, justement, comment vous réalisez ces dossiers pour qu'on comprenne un petit peu s'il y a des problématiques spécifiques, si vous avez déjà eu justement des retours par rapport à vos dossiers? Est-ce qu'il manque des choses à chaque fois? Est-ce que vous arrivez à fournir quelque chose d'hyper structuré?
Et ça me permet de rebondir dans une autre question qui est dans le chat. C'est est-ce qu'au final, il y a une sorte de fiche technique de documents à fournir? Alors là, Adrien, si tu me permets voilà, d'expliquer un Je petit t'en prie. peu comment nous, Mabrikimo, on pourrait vous aider là-dessus. En fait, sur Mabrikimo, on a travaillé, alors ça c'est vraiment depuis le démarrage de Mabrikimo, donc il y a un an, on a travaillé avec la première brique justement sur une checklist de documents qui vont être demandés dans une opération. Alors les documents peuvent varier bien sûr en fonction du type d'opération, si vous êtes sur une copro, si vous êtes sur un terrain, etc. Mais globalement, vous allez retrouver dans cette checklist tous les documents qui vont concerner le porteur du projet, et tous les documents qui vont concerner ensuite votre opération. Et en fait, ce qui est assez important, c'est que des documents, il y en a beaucoup et souvent, il y en a plein auxquels on ne pense pas. Donc là, l'idée de la checklist, c'est que vous ayez tous ces documents et qu'en fait, vous puissiez automatiser l'envoi de ces documents pour que ça s'intègre directement donc chez la première brique. Donc c'est vraiment de faciliter les échanges et comme le disait Adrien tout à l'heure, c'est de ne pas justement avoir 50 emails différents envoyés avec un doc Excel, un doc Word, un doc par-ci, par-là. Et au final, la personne qui va analyser, elle va se dire, ah ben il manque ça, elle vous renvoie un mail. Ça fait perdre énormément de temps. Donc nous, l'idée du partenariat entre Mabrikimo et la première brique, alors on nous demande souvent d'ailleurs, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Même s'il y a des briques, mais en fait, il n'y a vraiment aucun lien entre les deux. Du coup, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de vous faciliter justement l'envoi du dossier. Et là, je vais vous montrer aussi, on a une nouveauté du coup sur Mabrikimo qui arrive la semaine prochaine. En fait, on a un tout nouveau dossier de financement. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme je vous disais, de vous aider le plus possible à automatiser ce dossier de financement. Nous, quand on a commencé avec Pierre en tant que marchand, on passait des heures et des heures à faire notre dossier pour que ça soit nickel. Et au final, on reprenait un ancien dossier. Du coup, on se retrouvait avec des petites coquilles de temps en temps. Il fallait refaire à chaque fois toute la structure. Donc, on s'est dit, quand on crée justement Mabrikimo, l'idée, c'est d'essayer de vous faciliter au maximum la vie. Et en fait, du coup, vous avez un dossier, la possibilité de générer de manière automatisée les dossiers de financement. Donc là, aujourd'hui, ça, c'est déjà en place. Après, le dossier, il n'est pas hyper sexy. Donc là, en fait, on a une nouvelle version du dossier qui arrive semaine prochaine et qui vous permet d'avoir un dossier qui fait vraiment professionnel. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions voilà, sur ce dossier. Il va aussi évoluer dans le temps. Là, c'est une version qui est quand même bien aboutie, mais c'est quelque chose qui pourra évoluer. Donc, vous avez déjà une première page de présentation avec la photo de votre opération qui se met, ça ne reste pas à cette photo-là, votre logo, l'adresse du bien. Ensuite, ce que disait Adrien tout à l'heure, vous avez tout de suite une page qui va permettre à votre analyste de comprendre rapidement votre opération. Une petite description, le type de projet, est-ce que c'est de la réno, de la division, etc. Quelle société porte le projet? La programmation, donc j'achète un immeuble et je revends par exemple là 5 appartements, enfin 5 lots différents. Est-ce qu'il y a de l'urbanisme? Et mon prévisionnel avant financement. Donc vraiment, d'un coup d'œil, déjà, votre analyste, il peut voir quelle est la rentabilité, qui porte le projet, qu'est-ce qu'il va faire, et il veut vendre 15 terrains à bâtir dans un endroit où ça ne se vend pas, voilà, tout de suite, ça va lui permettre de voir vraiment s'il y a du potentiel sur votre dossier. Et ça, je peux vous dire que lorsqu'on a nos chargés d'affaires qui reçoivent les demandes de financement et qu'en une page, on a déjà une compréhension globale du dossier qui nous est présenté, c'est appréciable. Ouais, on n'y pense pas forcément. En fait, on se dit qu'on va mettre. Souvent, d'ailleurs, on fait des très gros dossiers avec beaucoup de pages. Et en fait, l'analyse, et même si c'est très complet, est encore plus longue parce qu'on n'a pas cette petite présentation de l'opération. Donc là, vraiment, en un coup d'œil, vous savez les grands chiffres, quelles vont être les difficultés, etc., de votre opération. Ensuite, on rejoint du coup ce que disait tout à l'heure Adrien et ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'il y a toute une partie présentation de votre société, donc avec les informations clés. Donc là, pareil, votre analyste,
S'il a besoin d'aller checker si votre société elle existe toujours, bah, il a tout de suite votre numéro de SIRET, votre numéro de TVA, il a tout de suite les principales informations. Une petite description et aussi toujours intéressant d'expliquer sa vision du métier, pourquoi on le fait, encore une fois, pour rassurer la personne qui va analyser votre dossier. Ce qui est intéressant dans notre dossier, c'est qu'en fait, on a un système d'arborescence, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a une société de marchand avec des holdings et avec des sociétés physiques, avec des associés physiques, pardon. Et en fait, le logiciel va ressortir automatiquement toutes les sociétés et tous les associés qui participent à l'opération. Parce que ça aussi, c'est un point important. Souvent, on n'en voit que les éléments de la société principale qui va porter, mais en fait, l'analyste, lui, il a besoin de savoir qui est dans cette société, depuis quand, de vraiment la personne aussi physique et pas que la société. Puisqu'en fait, quand on analyse et qu'on finance, on parie aussi beaucoup sur la personne qui est derrière et pas uniquement sur la société. Donc, ça vous permet aussi de générer justement une fiche de présentation des associés physiques. Vous avez aussi l'organigramme du coup de la société avec la société principale, les holdings s'il y a des holdings et des associés physiques avec les pourcentages. Donc l'objectif, encore une fois, c'est que l'analyste comprenne très rapidement quelle est votre organisation, votre structure. Vous avez ensuite, ça c'est une fonctionnalité qu'on a développée aussi dès le départ et qui est une fonctionnalité assez importante. C'est qu'en fait, votre financeur, il va regarder, voilà, est-ce que vous avez déjà de l'immobilier? Est-ce que vous avez votre résidence principale? Est-ce que vous avez du locatif? Et en fait, nous, on a mis en place une fonctionnalité où vous allez pouvoir intégrer vos tableaux d'amortissement, donc en format CSV, c'est comme un Excel, et chaque mois, ça viendra calculer de manière donc automatique la valeur nette de prêt, la valeur nette de quote-part, le capital restant dû, etc. Et donc, ça va donner une vision globale de votre patrimoine immobilier à votre financeur et à votre analyste. Donc, en un clin d'œil, il peut voir, ah bah oui, lui, il fait déjà pas mal d'IMO, il a déjà une valeur nette de prêt et de quote-part qui est importante. Voilà, donc ça montre aussi, encore une fois, votre sérieux. Et ça, donc Yannick, sur ce point-là, sur le patrimoine immobilier, du coup, les clients Maverick Immo, ils ont besoin de rentrer leurs informations une fois et ce sera appliqué sur toute leur dossier de demande de financement. Tout à fait, c'est l'intérêt. Et ça, alors je vais être transparent avec vous, cette fonctionnalité, au départ, je l'ai fait un peu pour moi, puisque en fait, systématiquement, quand on se faisait financer, on nous demandait, du coup, pour tous les tableaux d'amortissement, d'aller vérifier, de recalculer la valeur nette de prêt, la valeur nette de quote-part. Donc ça prenait, mais facilement, 2-3 heures d'aller chercher dans tous les tableaux d'amortissement, de refaire les calculs, d'être sûr. Et donc là, on a voulu l'automatiser, c'est-à-dire que chaque mois, en fait, votre patrimoine immobilier va se mettre à jour. Donc, un gain de temps quand même énorme. C'est très intéressant ce point-là parce que sur la première brique, au-delà de financer des opérations ou de refinancer les fonds propres engagés dans certains cas, on est aussi en mesure de faire ce qu'on appelle des lignes de trésorerie dans une approche plutôt corporate. Donc, on vient financer par exemple du BFR chez les promoteurs ou chez les marchands de biens et généralement, on le fait en s'adossant à un actif qui est détenu par le porteur de projet. Donc, on demande dans toutes nos audits un audit sur le patrimoine du porteur de projet. On a à cœur, et c'est forcément une étape indispensable, d'étudier la solidité financière de notre porteur de projet. Et donc, ça passe par son patrimoine immobilier. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment, et de toute façon, c'est, voilà, comme le dit Adrien, ça, c'est quelque chose qui est régulièrement demandé, qui prend du temps, qui est chronophage. Et même pour vous, de toute façon, pour suivre, en fait, votre patrimoine immobilier et savoir à l'instant T où vous en êtes, combien il vous reste à payer sur tel bien, et arbitrer sur de la vente ou de biens, etc., ça va être important. On a une question intéressante de Nicolas. Oui, on peut distinguer, en fait, pour chaque société, chaque société ou même chaque associé physique, tu vas pouvoir dire, bah voilà, cette société-là, elle possède tel bien, tel bien, tel bien. Cette société-là, elle possède celui-là, ce bien et ce bien. Et cet associé physique possède ce bien et ce bien, avec des pourcentages, etc., qui vont sortir des fiches par société. C'est une question qui était importante. Vous pouvez vraiment le définir par entité juridique ou par associé physique. Vous avez aussi, bien sûr, toute la partie revenus et patrimoine financier, qui va être aussi intéressante. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à la simulation. Alors, sachant que
Point aussi important, c'est que ce document, vous pouvez en fait choisir l'ordre des fiches, vous pouvez aussi choisir les documents que vous voulez intégrer dedans. Voilà, c'est vous qui personnalisez en fait ce document. Donc sur la partie simulation, donc on a forcément une petite description pour expliquer ce qu'on va faire, s'il y a des évictions, de la précommercialisation, etc. On a ensuite le coût d'acquisition, donc qui va comprendre les frais d'agence et les frais d'acquisition, sachant que sur la plateforme, on a un calcul automatique des frais d'acquisition, ou plus communément appelés frais de notaire. On a ensuite la revente totale, les dépenses totales et le résultat avant financement, avec le pourcentage de marge et le pourcentage de rentabilité. D'ailleurs, vous, Adrien, vous vous servez plutôt de quoi? Du pourcentage de marge ou du pourcentage de rentabilité? Parce qu'en fonction des financeurs, ça dépend. Alors, nous, on est plutôt sur le pourcentage de marge Ok. de l'opération, tout en sachant qu'on fait bien sûr la marge avant financement et après financement. Et après financement, tout à fait. Donc ça, c'est en gros donc votre résultat avant financement avec le détail de la TVA, etc. Vous avez ensuite le type de financement. Donc là, dans l'exemple, c'est un financement bancaire, mais vous avez sur la plateforme la possibilité, on a un formulaire qui est vraiment adapté au financement en crowdfunding. Donc vous pouvez choisir et faire un mélange de financement. Vous pouvez faire du fonds propre de la banque et du crowd, ou que du crowd avec du fonds propre, etc. Et vous avez ensuite votre résultat après financement. Donc ça vous donne vraiment résultat avant financement, après financement, même si en général le résultat après financement va être à affiner, puisqu'en fait on n'a pas forcément les bons montants dès le départ, mais ça donne quand même une bonne idée. Mais c'est très important parce que souvent les gens ont tendance à oublier l'impact que peuvent représenter les frais financiers sur le bilan d'une opération. Surtout en ce Et, moment. surtout en ce moment, on a des taux qui sont élevés, que ce soit en banque ou dans notre marché. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on fait très attention la première brique pour que les opérations au terme contractuel qu'on a convenu avec le porteur de projet, qui coïncide avec la durée de l'opération, on ait comme une opération qui soit viable. Ensuite, vous avez, ça c'est un point aussi qui est très important, la programmation. Alors là, c'est en petit, je ne sais pas si je peux zoomer, mais en gros, vous avez le détail lot par lot, du coup des reventes que vous allez faire avec le type, avec le prix de revente. S'il y a des revenus locatifs, ça aussi c'est un point qui peut être important en fait dans la rentabilité de votre opération. C'est est-ce que vous portez l'opération avec certains lots où il y a déjà des revenus locatifs, etc. La surface, le prix au mètre carré, le type de TVA bien sûr, et la pondération. La pondération, ça va être le poids de chaque lot. Donc, on a un système de calcul automatique dans notre simulateur, mais le poids de chaque lot qui vous permet de calculer notamment la TVA sur marge, la répartition des travaux, etc. Vous avez ensuite toute une partie sur les dépenses détaillées avec 4 types de dépenses: travaux, ingénierie travaux, commercialisation et les autres dépenses avec des sous-postes. Donc là, par exemple, on voit de la mise en copro, on a un coût global de rénovation, on peut avoir des archis, et donc avec le prix, la TVA qu'il y a dessus, et donc ça vous permet d'avoir les dépenses totales de votre opération. Ensuite, vous avez toute la partie, et ça Adrien en parlait tout à l'heure, évaluation, en gros estimation de ce que vous allez revendre. Donc ça, vous pouvez le faire lot par lot. Nous, on a 2 systèmes qui sont intégrés sur la plateforme. Le premier système, c'est uniquement les ventes DVF. Donc là, c'est ce que je vous montre ici. Mais on a aussi un autre outil qui vous fournit en fait des avis de valeur qui font une quinzaine de pages, qui prennent en compte pas mal d'éléments, notamment les ventes en cours, les biens déjà vendus, le quartier, même les points de livraison fibre, la pollution sonore, donc qui prennent plein d'éléments différents. Et donc ce logiciel d'avis de valeur est intégré directement dans Mabrikimo. On a une petite question, je rebondis dessus, de Nicolas. En ce moment, quelles sont les hypothèses de frais à prendre dans un dossier, que ça soit en crowd ou en banque? Alors, je vais plus te laisser parler, Adrien, du coup, sur la partie crowd, plus la partie banque, c'est vraiment très disparate en fonction des établissements. Vous, aujourd'hui, en termes de taux, on est sur quelle fourchette?
Alors, nous, on a une variabilité des taux qui sont compris grosso modo entre 10,5% et 12% annuels. Donc, c'est des taux qui sont, on est sur des prêts qui sont faits pour la plupart in fine, c'est-à-dire qu'on prête l'argent et le capital et les intérêts sont remboursés une fois l'opération terminée et que la marge est remontée. On a un taux historique moyen chez la première brique qui est de 11,4%. Ce taux, il est bien sûr calculé pro rata temporis. Quand je disais tout à l'heure, on peut avoir des opérations en aller-retour sur 3-4 mois. Et ben, si je prends le maximum un taux à 12% et une opération qui dure 3 mois, et ben, le taux qui va s'appliquer est un taux de 3%. Du coup, enfin 12% annuel, mais proratisé, ça fait 3% sur une opération qui va durer 3 mois. On a la spécificité de la première brique, c'est que la première brique, du coup, se rémunère à travers une commission d'intermédiation au succès. On ne se rémunère qu'à partir du moment où la collecte a été réalisée et les fonds ont été décaissés. Il n'y a aucun frais de dossier, il n'y a pas de commission d'engagement. On peut étudier un dossier et faire une étude de faisabilité et passer en comité d'investissement sans qu'un euro ait été déboursé de la part du porteur de projet. Notre rémunération est une rémunération de succès. Et les investisseurs sont réglés pour la plupart. De plus en plus, on a des opérations en coupon mensuel avec une distribution mensuelle des intérêts, mais on va dire 90% de nos dossiers sont en paiement in fine. Voilà. Et pour ce qui est des banques, on est plutôt sur, alors c'est comme tu l'as dit, assez variable, mais on a des frais de dossier, on a des commissions d'engagement qui sont de l'ordre de 1% habituellement du montant de financement, et on a des taux qui sont quand même relativement élevés parce qu'on est grosso modo en Euribor 3 mois plus 2,5-3%. Donc ça fait qu'au global, on est entre 6 et 7%. Voilà. Avec des besoins en fonds propres, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ouais, de 15-20%. La banque, alors nous, on va être à 15-20%. La banque va plutôt être entre 25 et 30 sur des délais de traitement qui sont beaucoup plus longs. Ok. Alors, j'enchaîne sur la suite. Il y a des questions, je vais revenir dessus, hein, vous inquiétez pas. Donc, rapidement, donc la partie estimation. On a aussi toute une partie sur les données sociodémographiques, donc plusieurs pages de données sociodémographiques. Ensuite, la présentation, ça aussi, c'est un point qui est important. Expliquer ce que vous achetez, parce que juste de dire qu'on achète un T2 ou qu'on achète un immeuble, bah, ça suffira pas. Il faut vraiment comprendre quel est le DPE, les charges, etc. Avec, si possible, forcément des photos du bien alors que vous achetez et potentiellement des biens que vous allez revendre s'il y a des transformations, s'il y a des visuels qui sont faits. Et donc, vous avez différents types de fiches en fonction du type de bien. Donc, le bien que vous achetez et les biens que vous allez revendre. Donc, appartement, maison, immobilier pro, terrain et parking avec à chaque fois des photos associées. Point aussi important, les références de vos anciens projets. Ça, je pense qu'Adrien, c'est un point quand même assez clé pour ceux qui ont déjà fait des projets, de montrer quelle marge vous avez fait. Est-ce que c'était dans le même secteur? Est-ce que c'était la même typologie de biens? Toujours dans l'objectif de rassurer la personne qui va analyser votre dossier. Au-delà, en fait, de regarder la marge des opérations passées, c'est surtout de voir que le porteur de projet a la capacité de piloter des opérations immobilières. Marchand de biens, faut pas oublier que c'est un métier à part entière. Ça nécessite de nombreuses compétences. On est dans un marché qui est compliqué. Il faut être vraiment attentif à tous les aspects de l'opération, que ce soit les aspects financiers, d'urbanisme, de commercialisation, de travaux, tous les aspects techniques. Ça nécessite un ensemble de compétences assez variées. Et donc, avoir des références derrière soi d'opérations qui se sont débouclées de manière positive et qui, en plus de ça, ont été génératrices de marge, c'est vraiment des éléments auxquels on est attentif et c'est très important. On a deux petites questions. Le montant minimum de financement. Alors ça, c'est aussi un des attraits de la première brique. C'est pas partout comme ça, mais la première brique, dans cette logique de démocratisation de l'investissement immobilier. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour information, la première brique est disponible pour les investisseurs à partir de 1 euro et sans aucun frais. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on permet à une grande communauté d'investisseurs, aujourd'hui de 72 000 personnes, d'investir dans une opération immobilière à partir de 1 euro. Donc ça, on est vraiment dans l'immobilier accessible à tous, dans une logique de démocratisation. Et dans ce cadre-là, Hugo et Thomas, les deux cofondateurs de la première brique, quand ils ont lancé l'activité en 2019, ils ont vraiment développé l'activité autour du néo-marchand de biens, du petit marchand de biens. Donc historiquement, on a toujours fait
des petits dossiers. Aujourd'hui, on fait aussi des très gros dossiers, plusieurs millions d'euros, mais on regarde encore tous les dossiers, peu importe leur montant. On a fait récemment un dossier qui était un dossier à moins de 100 000 euros, qui faisait 90 000 euros. On en fait quasiment tous les mois des dossiers de ce type. Et d'un point de vue Ouais, c'est réglementaire, intéressant. on peut aller jusqu'à 5 millions d'euros. Ok, c'est intéressant puisque ça, c'est aussi un justement des arguments en faveur du crowdfunding, c'est qu'en fait, les banques, honnêtement, sur ces montants-là, vous en avez quasiment aucune Ouais, ça qui ne les vous intéresse suivra. pas. Voilà, ça les intéresse pas, donc vous en aurez quasiment aucune qui vous suivront. Donc c'est l'avantage avec la première brique, c'est d'avoir aussi sur ces tout petits projets des capacités de financement et aussi, comme le disait Adrien, sur des très gros projets qui vont jusqu'à 5 millions. Le plus gros que vous avez fait, c'est combien? C'est un peu plus de 3 millions d'euros. C'était 3 une millions d'euros. opération en Corse. On donne toujours des petits noms commerciaux à nos projets. Donc, c'était l'opération Le Dolce Note, que vous pouvez retrouver sur Sympa. la première brique.fr. Et on va de plus en plus aller sur des dossiers plus importants. Aujourd'hui, la levée de fonds moyenne, la collecte moyenne chez la première brique, et donc le dossier moyen, c'est 570 000 euros. C'est un chiffre qui a vocation à augmenter. On était à 340 000 euros en 2023, 570 000 euros en 2024. Mais on reste dans des opérations à taille humaine, qui sont principalement des opérations de marchands, achats, travaux, revente ou achats, division, revente, vraiment accessibles et qui, pour le coup, tu as raison, sont parfois boudés par les banques. Tout à fait. Et on a une autre question qui est aussi intéressante. Est-ce que c'est uniquement des projets d'achat-revente vraiment court terme ou tu as aussi, mais je crois que j'en avais vu passer quelques-uns, des projets avec de l'hôtellerie, des choses comme ça? Alors, c'est vraiment très diversifié. Autant on peut regarder des opérations d'habitation, on peut regarder alors, on va dire il y a les typologies. Il y a de l'habitation, il y a le tertiaire, il y a le commercial, on regarde de l'hôtellerie, on a fait de la logistique, et ça peut être vraiment. On intervient sur toute la France et également sur les dom-toms. L'hôtellerie, on est de plus en plus sollicité sur les sujets hôteliers et on va même accompagner des opérateurs qui peuvent avoir des concepts un petit peu innovants. On fait demain, le mercredi le 5 mars, une collecte qui va s'appeler les Tinies 2, qui est la deuxième tranche de financement pour accompagner le lancement d'activité d'une société qui va installer des tiny house chez des particuliers Sympa. gratuitement. Donc, un particulier qui a un terrain chez soi va pouvoir accueillir dans son jardin une tiny house et le groupe en question va exploiter cette tiny house en location courte durée et partager les revenus avec le particulier propriétaire. Ouais, Et donc là, ça sort vraiment du projet marchand classique. exactement. Là, typiquement, on accompagne la société pour la fabrication de 110 tiny house en vue de l'installation chez des Ok, particuliers. Il y a déjà les baux qui sont sympa. signés. Et donc là, on sort du cadre traditionnel du Mhm. financement marchand. Mais par contre, on a un sous-jacent immobilier. On a un sous-jacent d'exploitation en location courte durée avec des vrais professionnels de l'immobilier derrière. Et donc, on est vraiment assez pragmatique chez la première brique. On sait regarder tout type de sujet dans la mesure où ça reste un sujet immobilier. Ok, top. Très intéressant. Et je finis juste sur mon dossier de financement. Vous avez aussi, bien sûr, quelque chose qui est, je pense, un des plus importants pour vous, Adrien, c'est le calendrier prévisionnel. Quand est-ce qu'on va déboucler son opération? Puisque ça, c'est quand même, ça reste le nerf de la guerre pour le marchand de biens. Donc voilà, globalement, le dossier de financement qu'on propose chez Mabrikimo de manière automatisée, avec bien sûr toutes les annexes qui vont avec, qui sont déjà catégorisées par partie, etc. Donc le but, c'est voilà, c'est en fait le but, c'est que la première brique, elle ait un dossier, voilà, déjà nickel, qu'elle puisse l'analyser rapidement et vous proposer du coup de vous accompagner aussi de manière très rapide. Ouais, et puis pour compléter ce que tu dis, Yannick, c'est sûr que quand on reçoit un dossier de financement comme celui proposé par Mabrikimo que tu viens de présenter, on est dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir appréhender l'opération, appréhender le porteur de projet. C'est autant d'éléments favorables à l'obtention d'un financement dans de bonnes conditions. Donc, j'encourage vraiment tous les participants à monter des dossiers de financement qualitatifs. Ça peut prendre un petit peu de temps au premier abord, mais c'est vraiment une garantie de pouvoir avoir des financements dans de bonnes conditions.
Ouais, ouais, c'est clair que c'est important. Et ben, merci beaucoup, Adrien. Si on devait terminer sur un dernier conseil que tu donnerais pour mettre toutes ses chances de son côté pour se faire financer, qu'est-ce que tu nous dirais? Même si tu en as déjà dit beaucoup, hein, mais s'il y en Je avait dirais vraiment, s'il y avait un truc à retenir. Ouais, je dirais qu'il faut avoir en tête que les financeurs avec qui vous allez pouvoir interagir, que ce soit des plateformes de crowdfunding, que ce soit des banques ou éventuellement que ce soit des investisseurs privés, pour pouvoir vous accompagner dans le financement de vos opérations, ils ont besoin d'avoir toutes les cartes en main pour comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette opération. Et si vous faites cette opération, c'est que vous y croyez. On a besoin de croire en vous, dans votre capacité à piloter cette opération et pourquoi vous considérez que cette opération elle est viable. Donc tous les éléments qui sont en faveur de l'opération et en faveur de vous en tant que professionnel de l'immobilier, il faut les mettre en avant dans le cadre de la demande de financement que vous allez mettre en place. Ouais, bah ça, c'est un bon conseil. C'est un très, très bon conseil. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Il y a une petite bannière qui défile en dessous. Il y a un autre webinaire dans 15 jours sur la mise en copropriété qui est aussi intéressant pour éviter bah, justement toutes les petites erreurs. Donc, il y a un syndic, un notaire et un géomètre qui seront présents avec moi. Je vous envoie. Alors, déjà, il y aura le replay qui sera dispo. Si certains ont loupé une partie, donc on le mettra sur LinkedIn, il sera sur YouTube et sur le site de Mabrikimo. On vous envoie aussi un petit email. Je vous mettrai du coup les coordonnées d'Adrien. Si vous avez des questions. Et n'hésitez pas, encore une fois, hein, dans le logiciel, donc dans Mabrik, vous avez la possibilité d'envoyer directement vos dossiers à la première brique pour analyse. Et juste pour finir, Adrien, les avantages du coup de passer par Mabrik, mis à part le fait d'avoir un super dossier de financement. Ouais, bah alors déjà, ça c'est un très bon point, mais au-delà de ça, on est vraiment dans une logique de créer une méthodologie avec la Mabrikimo. L'idée, c'est que ce partenariat Mabrikimo et la première brique, il est vocation à traiter les dossiers de manière optimale. Donc, en passant à travers Mabrikimo, vous aurez un interlocuteur dédié qui sera votre interlocuteur référent chez ma première brique pour traiter de A à Z le montage de votre dossier. On s'engage à traiter les dossiers de manière prioritaire lorsque vous êtes passé par le logiciel Mabrikimo. Et tout ça est dans une logique de vous accompagner de la meilleure des façons possibles dans l'obtention de votre financement. Et bah top, et bah c'était très très clair. Encore une fois, un grand merci à tous pour votre participation et on compte sur vous bah, pour participer au prochain webinaire et à revenir vers nous si vous avez des questions. À bientôt tout le monde. Merci à tous, à bientôt.